Bonjour, notre intervention est intitulée L'identité narrative entre Freud et Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, 1913-2005, analyse dans nombre de ses textes le grand détour que doit entreprendre le sujet pour revenir à soi. Avec cette démarche se trouve mise au jour un sujet qui représente davantage un point d'arrivée de l'effort philosophique que ce point de départ qui est G. Dans Temps et récit, le philosophe évoque une entité mouvante qui se transforme au fil des récits. Mais qui est le sujet s'il n'est pas une vérité purement formelle, qui est celui qui se trouve en se comprenant et en s'interprétant. Qui suis-je, moi, que j'ai dit je? À cette question, nous répondons spontanément en mettant en avant nos traits de caractère, nos façons d'être, bref, ce qui demeure fixe et nous identifie comme étant la même personne malgré le changement. Or, cette forme d'identité a ses limites, car, à strictement parler, la permanence dans le temps de ce que je suis ne permet pas de répondre à la question « qui suis-je ?» mais plutôt « que suis-je ?» Ricoeur, pour parer à ce glissement, propose de distinguer deux types d'identité. La première au sens de l'œdème, au même T, œdème signifie le même en latin, et l'autre au sens de l'ipsé, l'ipsité, ou de soi-même, on parlera alors d'ipsité. L'identité même T vaut pour tout objet qui subsiste dans le temps. Mais si temps est que le sujet n'existe pas simplement à la façon d'une chaise ou d'une pierre, son identité ne saurait se réduire à celle de l'œdème. Elle renvoie plutôt à la dimension de l'ipsité qui se manifeste correctement par le maintien volontaire de soi devant autrui, par la manière qu'a une personne de se comporter tel qu'autrui peut compter sur elle, ce qui illustre pour Ricoeur la figure emblématique de la promesse dans laquelle s'engage d'abord que je suis et non ce que je suis. C'est précisément au-delà de ce que je suis aujourd'hui que je m'engage à tenir parole. Debout de la chaîne. L'ipsité ne substitue pas pour autant à la même type de sujet, mais la complète. C'est ici qu'intervient l'identité narrative, c'est-à-dire ce qui déploie la relation dialectiquement unissant le pôle de l'œdème et de l'ipsité. Cette notion qui apparaît pour la première fois chez Paul Ricoeur, dont la conclusion de Temps et récit. Seuil, édition Seuil, 1983-1985. 3 tomes. Paul Ricoeur repose sur l'idée que tout individu s'approprie, voire se constitue dans une narration de soi sans cesse renouvelée. Il ne s'agit pas d'une histoire objective, mais de celle que, scripteur et lecteur de ma propre vie, je me raconte sur moi-même. L'identité personnelle se constitue ainsi au fil de narration qu'elle produit et de celle qu'elle intègre continuellement. Se faisant loin de se figer dans un noyau dur, le jet se transforme à travers ce récit propre, mais aussi à travers ceux qui sont transmis par la tradition ou la littérature qui s'y greffée sans cessant de restructurer l'ensemble de l'histoire personnelle. En narrativisant la visée de la vraie vie, il
lui donne les traits reconnaissables de personnages aimés ou respectés. Écrits ainsi recueillent dans soi-même comme un autre, comme c'est 1990. C'est 1990. L'identité narrative fait tenir ensemble les deux bouts de la chaîne, la permanence dans le temps du caractère et le maintien de soi, le maintien volontaire de soi. Mais parce qu'elle permet plusieurs réussites ainsi que la restructuration permanente, elle n'est donc jamais parfaitement définitive. Et de ces faits, elle permet d'enrichir la compréhension ordinaire de la personne désormais conçue comme un personnage qui lutte narrativement contre l'éperpillement de ses propres expériences vécues. À partir de la notion d'ipsité, Ricoeur nous conduit ainsi à un concept d'identité souple et dynamique qui immunise contre le danger d'un retour. Fut-il indirect vers un moi fort, compris comme un noyau dur, souvent utilisé par les études littéraires. L'analyse du Ricoeur permet également le dialogue avec la philosophie politique, notamment celle du philosophe candien Charles Taylor, qui reconnaît l'horizon interprétatif et historique dans lequel le moi prend ses sources. Maintenant, deuxième partie de notre intervention se concentre sur la vie, un tissu d'histoire racontée. Le résultant fragile issu de l'union de l'histoire et de la fiction, c'est l'assignation à un individu ou une communauté d'identités spécifiques qu'on peut appeler leur identité narrative. Identité est prise au sens d'une catégorie de la pratique. Dire l'identité d'un individu ou d'une communauté, c'est répondre à la question qui a fait telle action. Qui est l'agent, l'auteur? Il est d'abord répondu à cette question en nommant quelqu'un, c'est-à-dire en le désignant par un nom propre. Mais quel est le support de la permanence de nom propre? Qu'est-ce qui justifie, contiennent le sujet de l'action, ainsi désigné par son nom, pour le même tout au long d'une vie qui s'étire de la naissance à la mort? La réponse ne peut être que narrative. Répondre à la question qui, c'est raconter l'histoire d'une vie. L'histoire racontée dit le qui de l'action. L'identité de qui n'est donc elle-même qu'une identité narrative. Sans le secours de la narration, le problème de l'identité personnelle est en effet voué à une antinomie sans solution, ou bien l'on pose un sujet identique à lui-même dans la diversité de ses états, ou bien l'on tient à la suite de Hume et de Nietzsche que ce sujet identique n'est qu'une illusion substantialiste, dont l'élimination ne laisse apparaître qu'un pur devers de cognition, d'émotion et d'évolution. Le dilemme disparaît si à l'identité comprise au sens d'un même idem, on substitue l'identité comprise au sens d'un soi, même et psy. La différence entre l'idem et psy n'est autre que la différence entre identité substantielle ou formelle et l'identité narrative. L'ipsité peut échapper au dilemme de même et de l'autre, dans la mesure où son identité repose sur une structure temporelle conforme au modèle d'identité dynamique issu de la composition poétique d'un texte narratif. Le soi-même peut ainsi être dit réfiguré par l'application réflexive des configurations narratives. À la différence de l'identité abstraite de même, l'identité narrative constitutive de l'ipsité peut inclure le changement, la mutabilité dans la cohésion d'une vie. Le sujet apparaît alors constitué à la fois comme lecteur et comme scripteur de sa propre vie selon le vœu de Proust. Comme l'analyse dans son livre
importante contemplation de temps perdu. Comme l'analyse littérature de l'autobiographie le vérifie, l'histoire d'une vie ne cesse d'être figurée par toutes les histoires véridiques ou fictives qu'un sujet se raconte sur lui-même. Cette réfiguration fait de la vie elle-même un tissu d'histoires racontées. D'abord, l'identité narrative n'est pas une identité stable et sans faille, de même qu'il est possible de composer plusieurs intrigues ou sujets des mêmes incidents. De même, il est toujours possible de tramer sur sa propre vie des intrigues différentes, voire opposées. En ce sens, l'identité narrative ne cesse de se faire et ne cesse de se faire et de faire. L'identité narrative devient ainsi le titre d'un problème, au moins autant que celui d'une solution. Une recherche systématique sur l'autobiographie et l'autoportrait vérifiée sans aucun doute cette instabilité principielle de l'identité narrative. Ensuite, l'identité narrative n'épuise pas la question de l'ébsité du sujet. Cette analyse est citée par Ricoeur dans Temps et récit 3, édition Seuil, 1985. Maintenant, cette thèse s'articule autour de la question classique de la philosophie du sujet. Connais-toi toi-même et se fonde sur l'identité narrative, un point névralgique dans la pensée de Paul Ricoeur. L'identité narrative sert à restaurer l'intelligibilité et l'autonomie du sujet dans le processus de la connaissance en mettant l'accent sur la capacité humaine de narration à la première personne et à frayer ainsi une voie ouverte, libre de discuter de soi dans cette philosophie du sujet qui est de nature herméneutique. La contribution de Sigmund Freud au domaine de la psychanalyse offre des possibilités et de nouveaux défis à 3 niveaux. Premièrement, l'ascension de la position de l'inconscient élimine-t-elle la validité de la volonté humaine? Autrement dit, comment une réflexion de l'inconscient est possible? Deuxièmement, le fonctionnement de l'inconscient dans le mécanisme psychique obscure-t-il la perception de temps? La dernière porte sur la crédibilité du langage utilisé dans le récit de soi en se concentrant sur le symbole et l'imagination. À travers ces trois questions, un panorama des interventions de l'inconscient de Freud à la recherche du sujet chez Ricoeur se déroulera progressivement et finalement nous pourrons parvenir à une question plus générale. Comment l'identité narrative ricoeurienne relève le cogito brisé par la topique freudienne de ça, de moi et de sur-moi? L'immense œuvre philosophique de Paul Ricoeur donne à penser pour de nombreux intellectuels œuvrant au sein de disciplines ayant l'être humain au cœur de leur discours. C'est le cas des psychologues cliniciens qui cherchent à construire une passerelle entre la théorie de l'identité narrative et Ricoeur, telle que se donne à voir dans Temps et récit que dans soi-même comme un autre, et la pratique thérapeutique en psychanalyse. Dans cet ouvrage issu on veut sensibiliser à l'intérêt de l'approche ricoeurienne pour la réflexion comme pour la pratique thérapeutique. Pour ce faire, on structure la démarche en 2 temps. Dans le premier temps, on présente de manière didactique l'articulation entre temporalité, narrativité, identité personnelle dans l'œuvre de Paul Ricoeur. Elle occupe le 2 tiers de l'ouvrage. Un premier moment est consacré à être et récit, à temps et récit.
notamment aux problématiques de la temporalité, temps vécu et temps cosmique, structure narrative de l'expérience temporelle et la narrativité réussie triple mimésis. Les principaux concepts sont décrits et discutés de même que le lien que le unissait. Un second moment s'attarde à l'identité narrative déployée dans soi-même comme un autre. Sont alors abordées les notions clés de mêmeté et d'ellipsité, de vie bonne et les quatre médiations de sujets agissant: le langage, l'action, la narration, l'imputation morale. Les études formant la petite éthique de soi-même comme un autre sont lues en retenant que ce qui contribue à la théorie de l'identité narrative. Le fond et la forme de cette présentation sont tout à fait à la hauteur de la visée pédagogique, sont entrés dans l'analyse du débat suscité par la conceptualisation requérienne de l'identité, l'impératif didactique obligeant, ont fait montrer d'une maîtrise du concept étudié qu'elle sait rendre dans un langage simple, mais sans concession sur la précision. L'originalité de cette recherche réside dans le second moment où un regard critique est porté sur l'anthropologie philosophique du recueil à partir des acquis de théorie freudienne et lacanienne de la psychanalyse. C'est de là que le sous-titre de travail prend toute sa consistance. On pose comme hypothèse l'existence d'une contradiction entre l'anthropologie philosophique requérienne et l'anthropologie psychanalytique, notamment en ce qui concerne l'importance et le rôle de l'inconscient dans la constitution de l'identité individuelle. En effet, l'identité narrative suppose ce que Ricoeur nomme un rassemblement unitaire de la vie sous la forme d'un récit de soi, lequel s'appuie sur un rapport non problématique de l'individu aux épisodes de sa vie archivés dans sa mémoire, abstraction faite évidemment des épisodes vécus de sa petite enfance et de ceux non encore vécus de sa mort. Or, la théorie psychanalytique depuis Freud et Lacan montre que le phénomène de refoulement, qu'il soit originaire ou après coup, vient miner à la base même cette prétention philosophique de l'accès non médiatisé à la totalité des souvenirs. Selon cette recherche, l'hypothèse métapsychologique du refoulement originaire interdit d'emblée le rassemblement unitaire de la vie sous forme de récit. Bien plus elle marque l'impossibilité d'une restauration exhaustive de la mémoire personnelle. Selon Lacan, l'hypothèse des anthropologies contradictoires se noue donc autour d'un litige sur le statut de la mémoire. Cette divergence fondamentale entre Ricoeur et la psychanalyse semble donc rendre caduc le travail de reprise voulu par lui. Cependant, la difficulté sera contournée par elle en ayant recours à un geste typiquement ricoeurien, celui de montrer qu'une dialectique entre le membre de l'aporie permet de sortir de l'impasse. On propose une dialectisation entre temporalité du récit et atemporalité de l'inconscient, dont le résultat est la reconceptualisation de l'approche ricoeurienne de l'identité comme visée, comme tâche. Si d'un point de vue théorique, le passage à la théorie du refoulement fragilise l'approche ricoeurienne de l'identité narrative, il demeure que le concept d'une identité dialectiquement constituée par la tension entre mêmeté et ipséité recèle un potentiel hérésétique fructueuse pour l'intervention clinique. On énumère
4 pistes d'utilisation de ces potentiels. Repenser le concept de perte d'identité. Deuxièmement, repenser la notion psychologique de personnalité. Troisièmement, repenser la question de la temporalité et de l'historicité pour mieux comprendre des pathologies comme la schizophrénie et la mélancolie. Quatrièmement, repenser le concept de souffrance comme résultant de l'impuissance d'agir de soi. C'est toujours un exercice périlleux qui est celui d'une tâche et d'une visée comme celle de cette recherche. On révèle ce défi avec honnêteté et lucidité, en s'efforçant de toujours reporter son propos aux objectifs de son projet. Premièrement, vulgarisation de haut niveau d'un corpus philosophique difficile pour des destinataires peu familiers de ces questions. Deuxièmement, mise à l'épreuve de ce corpus à l'aune d'une discipline ayant une visée pratique de soins. Troisièmement, développement des pistes de renouvellement de sa discipline. La première partie de cette recherche constitue une excellente introduction à la thématique de l'identité narrative chez Ricoeur. La non-initiée y trouvera un profit certain avant d'en prendre une lecture du corpus ricoeurien. En ce sens, l'objectif de vulgarisation de la premier moment est atteint d'excellente manière. L'objectif de la mise à l'épreuve que préside à la second moment est adéquatement traité. Notre réserve portera donc sur la réalisation du troisième objectif. En effet, les pistes présentées tant pour le dépassement de l'aporie des anthropologies que pour les applications cliniques de l'identité narrative auraient mérité de plus ample développement puisque c'est là que réside l'originalité de recherche. Le lecteur reste sur sa faim devant la fin un peu abrupte de la recherche. Enfin, il faut noter la présence de plusieurs coquilles dans le note que renvoie à des sections antérieures de cette recherche. Il s'agit somme toute d'une recherche à recommander à quiconque s'intéresse au croisement de la philosophie et de la médecine, de la psychanalyse en général, de l'éthique philosophique et de l'éthique clinique en psychiatrie en particulier. Il faut espérer une suite de cette recherche, notamment pour le développement des pistes promoteuses que les dernières pages laissaient t'entrevoir. Merci bien, notre intervention est terminée. Au revoir.